Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On est content de vous avoir avec vous aujourd'hui, comme à chaque fois. Je ne sais pas qui a eu l'opportunité ou pas d'assister à toutes les sessions du cycle, mais c'est toujours un moment particulier, la clôture d'un cycle comme ça de 5 événements, un cycle d'événements qui s'appelle Industrie et territoire. Donc le nom et les ambitions semblent assez clairs et se comprennent bien vite quand on comprend en fait la série des sujets qui ont été abordés tout au long de ce cycle. Je vais le faire au début, parfois on le fait à la fin, mais je voudrais remercier les partenaires parce qu'on en parle le plus régulièrement possible, mais on en parle toujours trop peu parce qu'ils dépensent énormément d'énergie pour proposer des cycles de conférences avec des intervenants passionnés, sérieux, qui viennent de tout horizon. Ça demande beaucoup d'énergie, donc merci à Léonard Paris, à OPO, à la Société d'encouragement à l'industrie nationale, évidemment, qui nous fait le plaisir de nous accueillir une fois de plus dans cet antre incroyable de l'industrie française, et puis pour finir, la Fondation Énergie Observer. Alors en fait, on clôture un cycle de 5 conférences, mais qu'est-ce qu'on a essayé de faire pendant ce cycle? Eh bien très simplement, on a essayé de rapprocher deux grands sujets qui sont traités de manière malheureusement assez souvent silotée, la dimension énergétique, la transition énergétique et l'industrie. Et on a découvert avec la plus grande des surprises, suite aux différentes crises auxquelles nous sommes confrontés, que c'était deux sujets qui étaient naturellement hautement interdépendants et qu'on ne traitait pas de manière séparée. C'était absolument impossible. Donc finalement, pour cette dernière session, on voudrait faire un peu le bilan sur ces deux sujets, les rapprocher encore et finalement se demander est-ce que la transition énergétique, parfois vécue un peu à marche forcée, est une opportunité ou est un risque pour cette renaissance industrielle dont on parle tant en ce moment, peut-être même plus que jamais, et dont on parle depuis des années, et en partie dans d'autres événements organisés par le Société d'encouragement, la renaissance industrielle. Donc je suis très heureux d'avoir les 4 invités que je vais appeler maintenant à me rejoindre pour leur complémentarité et pour des réalités très différentes qu'ils rencontrent au jour le jour. Je pense que le débat va être très intéressant. En tout cas, on va tout faire pour. Je vais demander à Wang Bui, coordinateur des stratégies nationales hydrogène décarboné et décarbonation de l'industrie au secrétariat général pour l'investissement, de me rejoindre, s'il vous plaît. Également Isabelle Patrier, qui est directrice France de Total Énergie. Annabelle Richard, directrice conseil chez Utopie. Et enfin Jean-Baptiste Guesquin, directeur du programme territoire d'industrie à NCT. Je vous entendais parler de territoire d'industrie. Quand on est sur des plateformes comme Kemesis à Carlin, comme LAC, on est sur des écosystèmes industriels dans un contexte où on a besoin, et on va avoir besoin en plus avec la loi zéro artificialisation nette, de fonciers industriels sans aller défricher des nouveaux fonciers qui ne sont pas aujourd'hui à vocation industrielle. Donc il va falloir transformer ces fonciers industriels entre guillemets du passé qui formait une énergie qui est probablement celle qui est à transformer le plus rapidement possible. C'est le cas de LAC, puisque c'est la fin du champ qui a commencé à avoir sa fin en 2013, et que nous transformons en une plateforme qui se tourne vers des métiers d'avenir, vers des énergies d'avenir, et on a de grands projets qu'on a annoncés, mais c'est aussi le rôle d'un grand industriel comme Total Énergie, français, qui a ses plateformes sur le territoire. Et ce foncier, on le met aussi à disposition de petits industriels qui vont être pour la première fois sur leurs premières unités. C'est ce qu'on a fait à Carlin avec Afiren notamment, avec Metabolic Explorer, qu'on vient de faire avec Alpha Kitine, pour avoir aussi cet accompagnement d'un écosystème, et on en parlera, de ces écosystèmes français dans les territoires, cet ancrage territorial pour que les grands aussi puissent accompagner les petits et qu'un écosystème industriel décarboné puisse exister dans ces territoires-là. Est-ce qu'il y avait des attentes côté de chez Total Énergie sur les aspects de régulation ou de dérégulation, je ne sais pas comment on doit les appeler? Est-ce que ça a été satisfaisant? Je vois votre sourire, j'ai déjà peut-être un petit peu ma réponse, mais est-ce qu'il y avait des attentes de ce côté-là, sur cet aspect-là, sur la simplification, non pas dans l'accès à du foncier déjà équipé, comme c'est par exemple le cas de territoire d'industrie, mais sur la simplification d'adaptation d'infrastructures, d'assets existants, etc. En fait, on a beaucoup parlé de la phrase sur la fin des
tout cas la pause sur la réglementation environnementale cette semaine. Je crois que nous, ce qu'on attend, quand on est un industriel, on est sur le temps long. Quand on fait un investissement, on fait un investissement qu'on décide. On décide en prenant un certain nombre de paramètres économiques. Il faut qu'il soit pérenne, il faut qu'il soit au service d'un territoire, il faut qu'il ait une logique économique et qu'il réponde à une demande. Mais quand on fait un investissement, on le fait pour des fois 20 ans, 30 ans. Donc on ne peut pas être sur un temps court. Donc la réglementation, il faut qu'elle soit d'une stabilité qui nous permet, nous, de prendre ces décisions et de s'ancrer dans ces territoires, d'avoir confiance pour investir dans ces territoires. C'est la première chose. La deuxième chose, quand je vous parle d'une gigafactory de batterie, c'est bien de faire des gigafactories de batterie, de relocaliser la production de batteries en France. Mais si en parallèle, on ne réglemente pas pour nous protéger, nous, industriels français, pour avoir cette souveraineté industrielle, et si on continue de laisser faire venir des véhicules électriques chinois, en fait, on aura tout perdu. Si dans le Fit for 55 et sa déclinaison française, de milliards d'euros de subventions pour accompagner la filière hydrogène, en fait, on continue d'importer des électrolyseurs de Chine, on aura tout perdu aussi. Parce qu'en fait, c'est avec les financements publics, les impôts des Français et des Européens qu'on va soutenir des filières qui ne seront pas complètement souveraines sur le territoire européen et donc sur le territoire français. Nous, on est français, moi je suis française, mon entreprise a son siège en France. On est prêt à faire énormément d'investissements. Total Energy en fait de plus en plus sur le territoire français parce que ces enjeux sont des enjeux majeurs d'ancrage territorial et d'accompagnement de cette décarbonation de l'énergie. Mais il faut nous aider jusqu'au bout. Et donc oui, il nous faut des réglementations pour permettre à ce que nous développons et nos investissements soient dans la durée. On a l'impression dans l'espace médiatique, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a une dissonance qui se crée entre là d'où on vient en termes d'approvisionnement énergétique et d'industrie, qui était un peu le Far West à une époque, quelque part, et aujourd'hui, tout un tas de projets vertueux dont on parle, de nouvelles manières de faire, le circulaire, qui est un sujet aussi sur lequel je suis pas mal impliqué. Et finalement, on crée une dissonance entre deux façons de faire qui sont en fait finalement très complémentaires. On a du mal à parler de mix énergétique, j'ai l'impression. En France, il y a toujours ce côté un peu noir ou blanc, il y a toujours le nucléaire opposé à autre chose. Enfin, on a du mal à trouver, je trouve, du lien dans la façon dont on discute de tout ça. Et le sentiment que j'ai en tout cas, c'est que l'industrie a permis quelque part, pour une fois, peut-être de regarder dans la même direction et de se dire, ok, on a des besoins, d'ailleurs que ce soit les consommateurs, les fournisseurs, les distributeurs, à peu près tout le monde. Comment on fait pour rejoindre les deux bouts, quoi. C'est un constat assez général sur lequel vous êtes libre de réagir. Je vais vous donner la parole, Wang. Qu'est-ce que ça vous évoque, là, ce que vous entendez pour le moment? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et quelle est votre réalité du moment au secrétariat général pour l'investissement sur ces sujets-là? Alors, en fait, on essaye de tout faire, de faire tous les sujets qui ont été évoqués. Donc, on parlait de remettre en cohérence, en harmonie les territoires, les grands projets industriels, les problématiques énergétiques, les problématiques de transport du CO2, si on parle de stockage effectivement du CO2. Donc là, je vais faire un peu un inventaire à l'après-vert, mais c'est juste pour illustrer. Donc effectivement, on appelle un projet ZIBAC qui est opéré par l'ADEME et qui essaye de soutenir les projets de territoire dans les zones industrielles ou portuaires prioritaires, de conception effectivement dans leur trajectoire de décarbonation. C'est-à-dire qu'on regarde comment on peut dégager des synergies entre guillemets, entre les entreprises, entre les territoires, pour faire des économies de CO2. Donc ça peut être effectivement avec des sujets d'écologie industrielle, ça peut aussi des réflexions sur les infrastructures d'hydrogène ou de CO2, parce que parfois à disposer d'une infrastructure mutualisée, en fait, ça débloque un certain nombre de projets de décarbonation d'entreprises qui ne trouveraient pas, entre guillemets, leur équilibre économique, donc sans l'investissement en termes d'infrastructure. Donc ça, c'est ZIBAC, c'est 175 millions d'euros, c'est opéré par l'ADEME. Vous parliez d'accélération industrielle, je reviens à ce sujet, on soutient aussi massivement les entreprises. Alors, c'est vrai que l'hydrogène, c'est un des leviers de décarbonation, c'est pas le seul. Mais c'est vrai que c'est un levier quand même quand on regarde tout l'hydrogène que la France est susceptible de consommer, finalement il y en a pas mal. Donc
La vision qu'on a, c'est quand même 600 kilotonnes à 1 million de tonnes d'hydrogène consommé en France d'ici 2030. Ça correspond, suivant la projection de l'État, de l'ordre de 6 à 7 gigawatts quand même de puissance d'électrolyse. Donc c'est énorme, c'est 7-8 tranches nucléaires. Et donc on fait des investissements massifs, et là madame a indiqué dans les gigafactories effectivement l'hydrogène. Donc là c'est vraiment des nouvelles usines. Donc fin 2021, Elisabeth Borne avait annoncé un soutien massif de 2,1 milliards d'euros aux 10 premières gigafactories d'électrolyseurs, de piles à combustible, de matériaux avancés, de réservoirs. Et ça, c'est 5200 emplois directs. Donc voilà, ça c'est un exemple d'industrialisation à travers l'hydrogène pour décarboner l'industrie. Mais c'est aussi les annonces relatives à l'accompagnement des entreprises industrielles pour qu'ils se décarbonent. C'est 5,6 milliards pour financer les CAPEX et les OPEX d'entreprises donc qui veulent investir, parce qu'avant de parler de réindustrialisation, il faut déjà parler de modernisation et pérennisation de l'empreinte industrielle, parce que les entreprises, elles peuvent aussi fermer et partir. Donc il y a quand même un sujet effectivement de moderniser, d'ancrer les territoires, dans les territoires, les grands acteurs industriels, et faire en sorte qu'ils aient des procédés, entre guillemets, moins énergivores et moins émissifs en CO2, voire même qu'ils puissent capter effectivement leur CO2 pour produire des e-fuels ou pour simplement faire du CCS, c'est-à-dire stocker entre guillemets le CO2. Voilà. La réalité de l'augmentation électrique qui va ne faire qu'augmenter de manière presque exponentielle dans les années à venir. Donc la sobriété, oui, mais c'est peut-être la seconde partie de votre réponse. Est-ce que c'est suffisant ? Il faut l'encourager, mais qu'est-ce qu'on a comme dispositif en face ? Non, effectivement, après, c'est pas suffisant et il y a des enjeux de transition technologique. Je pense qu'il y a dans la politique industrielle, il y a deux volets qui sont mis en place. Il y a un volet national, effectivement, avec des choix politiques qui sont faits sur des objets ciblés, parce qu'à un moment donné, il faut bien quand même optimiser de manière globale, prioriser sur ce qui a le plus de potentiel pour le pays, qui répond aux enjeux politiques. Si on veut être compétitif, on est obligé de prioriser sur certains secteurs qui ont un fort potentiel. Donc là, c'est plutôt un volet dirigé sur certains objets précis, avec un soutien de l'État qui est plutôt ciblé sur ce qui est le plus innovant et le plus disruptif. C'est ce que fait France 2030 avec le secrétariat général pour l'investissement. Et puis, c'est également important d'avoir au niveau régional, au niveau territorial, quelque chose de plus bottom-up, de plus souple, qui puisse s'adapter aux enjeux de chaque territoire. Et aujourd'hui, il y a tout un panel de dispositifs qui existent à l'ADEME, à la BPI, pour accompagner les porteurs de projets dans leur transition écologique. Il y a toute une offre de diagnostic qui est mise en place par BPI France et par l'ADEME. En termes de décarbonation, il y a également un soutien massif qui est mis en place sur un panel de technologies assez large. Donc les territoires, je pense, ont quand même une certaine liberté de positionnement sur différentes technologies. Après, je pense que l'enjeu, c'est surtout un enjeu d'anticipation au niveau local dans la manière de se saisir de ces objets. Là, depuis le début, on a cité des territoires qui sont très en avance sur la question. Le territoire de Lac, Pau et Tarbes, nous, c'est un territoire d'industrie particulièrement actif. C'est un territoire modèle en matière de transition énergétique. Les territoires ZIBAC, donc Dunkerque, la vallée de la Seine, Fos, ce sont également des territoires qui concentrent de gros enjeux de décarbonation et sur lesquels il y a déjà aujourd'hui une dynamique très forte d'écologie industrielle territoriale pour aborder les transitions. Mais nous, l'enjeu qu'on voit sur territoire d'industrie, c'est comment on fait ça dans les autres territoires qui n'ont pas forcément la même intensité de projets industriels, qui n'ont pas forcément la même habitude et la même culture industrielle de la transition énergétique. Et aujourd'hui, cette transition, elle va devenir nécessaire. Ce n'est pas juste un choix de quelques entreprises, ça va être une condition nécessaire pour le développement de toute l'industrie. Annabelle, vous qui accompagnez des entreprises,
qu'est-ce qui est attendu, des entreprises et des collectivités, je le mets comme un peu quelque part un tout, face à cette transition énergétique qui est parfois un peu vécue comme une transition à marche forcée pour certains types d'industriels, et en partie pour les industriels de taille intermédiaire. Qu'est-ce qui est attendu d'eux? Quel niveau de proactivité et de productivité est attendu en la matière, selon vous? Déjà, la question des choix, là, je pense qu'il y a, en accompagnant nous les territoires sur leur feuille de route transition énergétique ou économie circulaire, on voit qu'on est peut-être les plus avancés, mais il y a des moyens pour comprendre les gisements locaux, faire le lien avec le tissu économique, développer les compétences, toute cette capacité à planifier et en effet anticiper les risques et les opportunités énergétiques de la transition sur les territoires. Les études sont là, certes il y a une certaine inertie, mais il y a une capacité. Après je trouve que moi il y a encore un manque de vision économique des politiques de transition énergétique, je le disais tout à l'heure, mais c'est encore difficile, et nous c'est vraiment les approches qu'on a, de mettre autour de la table le directeur du développement économique et le directeur de la transition énergétique d'un même territoire pour qu'ils aient une vision commune, mais ça se fait c'est en train de se mettre en place depuis 3-4 ans, pour qu'on considère qu'il y a un objectif commun et qu'il y a une espèce de synergie entre le développement économique, la création d'emplois et la transition, ce qui n'était pas une évidence il y a encore 5 ans, je trouve. Donc je trouve qu'il y a une évolution des mentalités sur ces sujets, mais aujourd'hui je trouve que les feuilles de route, comme je disais, de transition énergétique, elles sont insuffisamment économiques, et inversement, on a des politiques de développement économique qui ne sont pas en ligne avec les objectifs de réduction de l'empreinte carbone des territoires pour s'aligner avec les objectifs 2050 de la France. Donc c'est déjà ce premier point, qui est plutôt côté collectivité, mais qui est un gros sujet. Et après, nous, on a vraiment, donc c'est pour ça que je réagis à la façon dont les entreprises, elles nourrissent les politiques locales. On a du mal à faire venir autour de la table les entreprises quand on fait ces travaux de planification énergétique ou économie circulaire, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance. Il y a des relations économiques entre un territoire et ses entreprises, mais c'est aujourd'hui encore assez déconnecté de la transition du territoire. Et donc c'est l'écosystème. L'entreprise ne connaît pas bien son écosystème, les gens à qui il peut s'adresser pour circulariser son activité, pour développer, pour accéder à l'énergie. Et le territoire ne connaît pas bien. Donc nous, généralement, on joue le rôle d'entremetteur, parce que ça nous arrive souvent d'avoir sur un territoire d'avoir des clients, entreprises qu'on met ensemble. Mais je trouve que ces dynamiques, justement, qu'on disait de coopérer avec les territoires, c'est assez nouveau quand même, et notamment pour les acteurs de l'énergie, je trouve, qui avaient plutôt des stratégies nationales et assez technologiques qui étaient justifiées. Et en effet, je vois aujourd'hui qu'il y a une tendance à se dire on atterrit au niveau régional déjà, ce qui est énorme je pense pour des grands groupes comme Total Energy par exemple. On atterrit au niveau régional, on comprend les gisements d'ENR du territoire, on comprend sa stratégie aussi d'efficience énergétique, sa stratégie industrielle, et on va apporter de l'intelligence parce qu'il y a des besoins d'études et d'ingénierie, on va apporter notre réalité économique, notre connaissance industrielle que les territoires n'ont pas forcément, alors sans forcément dire qu'on aura un truc écrit à deux mains, mais qui est plus de coopération vraiment opérationnelle et qu'on sorte des vœux pieux, parce qu'aujourd'hui, à part, il y a des approches très projets, mais je ne vois pas aujourd'hui de vraie coopération sur une feuille de route à 20 ans avec une vision qui est à la fois portée par le territoire et par ses acteurs industriels, parce que c'est extrêmement complexe. Et comme on le disait, la question énergétique, elle a été tellement nationale et par en effet des grands choix technologiques que là, on arrive à plutôt une dynamique qui est économique et locale. Et ça, je pense que ça demande aussi un changement de culture des acteurs de l'énergie pour que ce soit très ancré en local. Ça se fait pas mal. Nous, on a travaillé avec des acteurs des réseaux comme Enedis ou GRDF qui ont cette culture-là, parce qu'ils avaient ce double défi de planifier les réseaux et en même temps servir les territoires dans lesquels ils étaient. Et donc, je trouve qu'il y a cette culture-là de être au service des territoires tout en ayant une vision d'infrastructure planifiée, c'est déjà, en tout cas chez certains opérateurs, et la stratégie de GRDF en l'occurrence, je la trouvais assez intéressante. Ils avaient l'objectif donc d'être à 30% de biogaz à horizon 2030, j'espère que je dis pas de bêtises, et leur vision c'était on va faire émerger les projets de méthanisation en local. On va développer le réseau, mais on va aussi être un catalyseur de projets. Je trouve que c'est une approche très intéressante pour les entreprises de se dire, aujourd'hui, on va être les catalyseurs des projets. Comme vous disiez, on va accueillir peut-être sur nos sites industriels ou des entreprises, on va incuber des solutions, on va essaimer, parce qu'il y a plein de solutions aujourd'hui. Je regardais hier la liste du Solar Impulse, il y a plus de 1000 solutions techno. Dans les Hauts-de-France, il y a eu plein de choses avec REV3. Enfin, il y a plein de choses. Et là, aujourd'hui, c'est de se dire comment les grands groupes, peut-être, qui ont des capacités industrielles
et d'investissement plus fortes peuvent aussi être des catalyseurs.